Et si c'est maintenant que vous nous avez rejoints sur Eden Télévision et plus précisément sur Matin d'Eden, eh bien, je vous souffle que vous êtes déjà dans la rubrique Les clés du monde. L'avant-dernière d'ailleurs pour le compte de ce numéro de Matin d'Eden. Corée du Nord, États-Unis vers un retour à la normale. Corée du Nord, États-Unis vers un retour à la normale. C'est bien l'intitulé de cette chronique, Les clés du monde avec James William Bagidi. Bonjour à vous, James. Bonjour, Loris. Il aurait peut-être fallu préciser que normal est bien entre guillemets. Oui, puisque c'est la lecture ici. Absolument, oui. Cette précision peut-être sera faite dans l'intitulé à l'écran peut-être. Alors, les relations entre les États-Unis de Donald Trump et la Corée du Nord de Kim Jong-un étaient entrées ces derniers mois dans un cercle vertueux empreint de comportements et de propos conciliants de part et d'autre, mais faisant suite à une période de forte tension politico-militaire. Tout cela semblait trop irréel. Ces derniers jours, les autorités nord-coréennes ont, semble-t-il, décidé de rappeler à celles américaines les règles habituelles de jeu. James William Bagidi, rappelez-nous jusqu'à quel point les relations entre ces deux États, à savoir la Corée du Nord et les États-Unis, se sont améliorées ces derniers mois. Merci à vous, Loris Freddy Davo. On sait très bien que les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord ont souvent et beaucoup été des relations conflictuelles, des relations difficiles. Et à ce titre-là, la Corée du Nord apparaissait comme l'épouvantail dans donc la région, dans la mer, en mer de Chine et autour, qui menaçait donc mer de Chine, mer du Japon et autour, qui menaçait surtout la stabilité de toute la péninsule, notamment la sécurité de la Corée du Sud, notamment la sécurité du Japon qui est voisin et qui comptait aussi sur le puissant voisin chinois qui reste en dépit de toutes les situations un allié habituel. Donc ces derniers temps, on a vu les relations entre les deux pays s'améliorer de façon substantielle dans la mesure où on sait très bien que quelques mois plus tôt, les États-Unis et la Corée du Nord menaçaient de se lancer des bombes atomiques sur leur territoire respectif. Mais on a quand même, quelque temps après, à la surprise générale, commencé à entendre un discours conciliant. On a vu les États-Unis revenir, en tout cas suspendre provisoirement les opérations militaires qu'ils organisaient avec la Corée du Sud, peu avant les Jeux olympiques qui se sont tenus à Pyeongchang, en Corée du Sud, à l'occasion d'ailleurs de ces Jeux olympiques qui, semble-t-il, ont été le détonateur, ou du moins l'élément déclencheur de la pacification provisoire de la péninsule. On a vu la Corée du Nord et la Corée du Sud présenter des équipes communes. On a vu les deux chefs d'État, on a vu les deux délégations défiler ensemble aux Jeux olympiques. On a vu ensuite le président de la Corée du Nord se rendre en Chine et là-bas avoir un comportement totalement rationnel dans les propos qu'il a tenus vis-à-vis des États-Unis. Ici, on le voit en compagnie de son homologue sud-coréen, chez qui il s'est également rendu dans la zone démilitarisée de Panmunjom. Donc on a vu beaucoup d'actions et puis les propos que le président américain Donald Trump tenait du genre moi je possède une bombe nucléaire de plus grosse taille que la vôtre, traitant le président nord-coréen de petits gros et le président nord-coréen le traitant de vieux gâteux. Tous ces propos-là ont disparu des discours habituels. On a vu la Corée du Nord aller jusqu'à libérer 4 prisonniers américains qui étaient considérés comme des espions par la Corée du Nord, qui avaient été donc arrêtés sur le territoire de la Corée du Nord, qui étaient venus en tant que touristes, mais qui, semble-t-il, en tout cas selon ce que dit la Corée du Nord, ont posé des actes répréhensibles pour la loi nord-coréenne. Et on s'attendait à ce que leur libération se fasse dans le sillage du sommet qui devait avoir lieu entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, justement, un sommet a même été proposé et validé entre les deux
États, c'est-à-dire la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. Donc on s'attendait à ce que ces prisonniers soient libérés un peu avant le sommet en question qui finalement doit se tenir à Singapour d'ici normalement 3 semaines. Mais le président nord-coréen a été encore plus magnanime. Il a libéré les prisonniers bien avant, sans même demander que des conditions préalables soient remplies. Il a libéré ces prisonniers-là et ces prisonniers se trouvent aux États-Unis, se portent très bien. Ce n'est pas le cas d'un autre qui avait été libéré quelques mois plus tôt, qui lui est décédé dans la foulée de sa libération. On a pensé à un empoisonnement avec une substance qui n'était pas détectable. En tout cas, ce qui est certain, les relations se sont tellement détendues entre les deux États que l'on commençait à véritablement envisager une dénucléarisation de la péninsule et une véritable pacification des rapports entre les États-Unis et la Corée du Nord, entre la Corée du Nord et le Japon, entre la Corée du Nord et bien sûr son voisin sud-coréen. Alors, cependant, James William Gbagidi, comment expliquer le regain de tension actuel? Alors, le regain de tension actuel procède de quelques propos tenus par des membres de l'administration américaine, mais également d'un certain nombre de comportements que les États-Unis ont depuis que la tension a commencé à baisser. Premièrement, les propos dont il est question, vous savez que on a parlé des objectifs de la rencontre entre Kim Jong-un et le président américain, c'est la décision de dénucléariser la péninsule. Dénucléariser la péninsule signifie détruire l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord et retirer dans le même temps les rampes de lancement de missiles nucléaires qui se trouveraient sur le territoire de la Corée du Sud, installées bien entendu par les Américains, par les États-Unis d'Amérique, qui contrôlent soigneusement ces rampes de lancement et donc aboutit à une disparition des armes nucléaires dans la péninsule. Cette idée n'a pas été rejetée par le président nord-coréen, bien au contraire, il l'a dit lui-même, il était prêt pour une dénucléarisation. Le problème qui s'est posé, c'est que ces derniers jours, certains membres de l'administration des États-Unis d'Amérique ont laissé entendre qu'il y aurait dénucléarisation, mais que cette dénucléarisation doit être complète, vérifiable et irréversible de la part de la Corée du Nord. Et ils ajoutent que cette dénucléarisation sera faite sur le modèle libyen, le modèle du colonel Kadhafi. Il faut se souvenir que vers la fin de la guerre froide, le colonel Kadhafi, pour revenir dans le concert des nations, en tout cas je dirais au milieu des années 90, a accepté de procéder à une dénucléarisation de la Libye. Parce qu'il faut se rappeler que la Libye également avait fait la course à l'armement nucléaire pour renforcer sa sécurité vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, comme la France ou comme d'autres puissances occidentales. La Libye avait accepté donc de se dénucléariser, de renoncer complètement à l'arme nucléaire sans avoir, je dirais, un retour, sans avoir une contrepartie, une contrepartie de la même envergure de la part de ceux avec qui ces accords de dénucléarisation ont été signés. C'était donc laisser entendre que la Corée du Nord pourrait se dénucléariser sans que les rampes de lancement et les missiles nucléaires américains qui sont positionnés en Corée du Sud soient à leur tour démantelés. Et cette perspective était totalement inenvisageable et inacceptable pour le président Kim Jong-un qui, dès que l'idée a été agitée par l'administration Trump, n'a pas hésité à réagir automatiquement. Cette réaction également procède d'un certain nombre de comportements de la part du président Donald Trump qui, dans le rapport qu'il a avec la Corée du Nord aujourd'hui, ne semble pas avoir le même respect que le président Kim Jong-un manifeste à son endroit dans les rapports qui se développent, surtout dans les propos qui se tiennent de part et d'autre. Le président américain parle avec un peu trop de condescendance des chefs d'État avec qui il a affaire, et cette condescendance qu'il exprime également vis-à-vis de la Corée du Nord ne semble pas plaire à Kim Jong-un. Il faut noter aussi que le retrait de des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, l'accord nucléaire iranien n'a pas rassuré
la Corée du Nord, c'est la preuve, semble-t-il, que les Américains peuvent signer des accords et ne pas les respecter. Et ça, le président de la Corée du Nord a trouvé que c'était quand même assez dangereux, en tout cas c'est ce que je pense, et il a commencé à évoquer la possibilité, donc la nécessité que les intérêts de la Corée du Nord soient pris en compte de façon très claire et très décisive avant toute rencontre avec le président américain. Donc dans ces conditions-là, les propos n'étant pas toujours amènes vis-à-vis de la Corée du Nord, le président nord-coréen commence à faire monter les enchères et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister à l'heure actuelle. Alors James, la rencontre au sommet prévue prochainement entre les deux présidents, je veux parler de Donald Trump et Kim Jong-un, est-elle par conséquent plus ou moins compromise par ce regain de tension? Oui, la rencontre est compromise, en tout cas pour le moment. Rien ne dit qu'elle n'aura pas lieu, mais rien ne dit non plus qu'elle aura lieu. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, certains des propos tenus par les Américains donnent l'impression que le président nord-coréen se rendrait comme à l'abattoir, se rendrait comme dans une négociation où il n'aurait pas d'autre choix que de renoncer à l'arme nucléaire, de renoncer à tous ses intérêts. Et le président sud-coréen, qu'on a vu il y a un instant sur cette image avec le président nord-coréen, il se trouve à l'heure où je vous parle aux États-Unis d'Amérique et discute des perspectives de cette rencontre-là avec le président Donald Trump pour que cette rencontre-là puisse effectivement avoir lieu. L'État qui a le plus intérêt à ce que la paix se fasse dans la péninsule aujourd'hui, c'est bien la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a un État qui est 10e puissance économique mondiale, qui a une situation plutôt reluisante, mais qui craint les assauts militaires de son voisin nord-coréen. Donc, cette perspective n'est pas du tout du goût du président sud-coréen qui donc met les bouchées doubles pour que cette rencontre entre le président Kim Jong-un et son homologue américain puisse avoir lieu dans des conditions convenables pour les deux parties. Et ça, ce n'est pas forcément lui qui décidera au bout du rouleau parce qu'on le connaît très bien. Il y a une forme d'imprévisibilité dans Donald Trump et si les propos que le président Kim Jong-un commence à tenir ou son administration tient à l'heure actuelle ne sont pas du goût de Donald Trump, ce dernier est tout à fait capable de dire que de toute façon cette rencontre n'aurait pas lieu. Et d'ailleurs, un de ses conseillers a dit récemment, John Bolton, si je ne m'abuse, disait que si le président américain n'est pas certain que la rencontre de Singapour aurait des résultats positifs, que ce serait une rencontre utile, qu'il serait vraiment inutile pour le président Trump de s'y rendre. Et donc, dans ces conditions-là, la rencontre pourrait avoir du plomb dans l'aile. On attend de voir, puisque nous avons affaire à deux personnages qui sont tous les deux très imprévisibles, et on attend donc de savoir ce qui va se passer. Quels sont les signes qui peuvent nous permettre de croire à un retour à la normale? Non, ce que nous avons appelé la normale ici, c'est les relations de tension qui ont toujours existé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre la Corée du Nord et son voisin sud-coréen et par conséquent entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. C'est ça qui a été, ce n'est pas normal certes, mais c'est ça la normale. C'est pourquoi je disais au début que nous avons mis la normale entre guillemets pour signifier que si Américains et Nord-Coréens s'invectivent, c'est ça qui est dans la ligne des choses, c'est ça qui se passe généralement, c'est ça qui est la normale. Maintenant, si nous devons espérer que la situation arrive dans une pacification complète et qu'il y ait dénucléarisation, c'est que nous avons affaire, comme je l'ai dit, à deux personnages tout à fait imprévisibles et tout est possible à l'occasion de ce sommet si jamais le sommet a lieu. J'appréhende maintenant tout le sens de votre normal entre guillemets, quand l'anomalie devient la normale. Alors, James, pour finir maintenant, à quoi devrons-nous nous attendre? Il faut nous attendre. Oui, non, nous ne devons pas nous attendre à grand-chose, nous devons simplement attendre. Et c'est cela qui est la normale. Donc, attendons donc. Attendons. Merci, James.